Il y a eu beaucoup d'actualités dans tous les domaines de l'échographie et notamment dans le domaine de la dégénérescence des bioprothèses. Alors comme vous savez probablement, la dysfonction d'une bioprothèse va être liée à différents mécanismes. Il peut s'agir d'une dégénérescence structurelle que vous connaissez classiquement, une dégénérescence non structurelle, c'est-à-dire une fuite périprothétique par exemple ou un mismatch, mais vous avez également maintenant à part entière les phénomènes de thrombose de valve et puis l'endocardite bien sûr. La dysfonction d'une prothèse avec une atteinte structurelle se définit par deux éléments. D'une part, des modifications morphologiques de la bioprothèse, les feuillets mais également les armatures métalliques, ou non métalliques d'ailleurs, et des modifications hémodynamiques. Et donc ces deux éléments sont importants à prendre en compte et vous avez un très beau papier de l'état de l'art publié par Philippe Pibaro très récemment qui reprend ces deux éléments et qui amène aussi un élément complémentaire puisqu'il nous dit que la dégénérescence de bioprothèse peut être liée à un phénomène de thrombose ou peut survenir à distance d'une endocardique, donc favorisée par ces facteurs. Et je crois qu'on doit intégrer ça maintenant dans notre réflexion. La dégénérescence de bioprothèse est multiforme. Il existe différents stades de dégénérescence. Le premier stade, c'est juste une altération morphologique, principalement des feuillets, mais parfois de l'armature métallique. Le stade 2, c'est une modification morphologique associée à des conséquences hémodynamiques. Et pour la bioprothèse aortique, dont je vous parlerai principalement, c'est une augmentation du gradient moyen de plus de 10 mm de mercure pour atteindre au moins 20 mm de mercure. Et c'est bien une augmentation, c'est-à-dire que vous devez avoir des données de référence associée à une diminution de la surface valvulaire aortique d'au moins 0,3 cm² ou 25% et une augmentation d'au moins 1 grade de l'insuffisance aortique pour atteindre une insuffisance aortique au moins de grade 2. Au stade 3, anomalie plus sévère avec une augmentation du gradient moyen d'au moins 20 mm de mercure pour atteindre au moins 30 mm de mercure et une diminution de surface d'au moins 0,6 cm² ou d'au moins 50% de la surface valvulaire. L'autre possibilité, c'est une augmentation de 2 grades de l'insuffisance aortique pour atteindre une insuffisance aortique modérée à sévère, c'est-à-dire grade 3 ou 4. Quelques exemples de dégénérescence de bioprothèse, je passe rapidement, mais on va y revenir sur ces mécanismes. Tissu fibreux ici, calcification, tissu fibreux, calcification exubérante, déchirure ici, calcification exubérante, et puis infiltration diffuse, rétraction des feuillets, un phénomène qui est probablement athérosclérolale. Alors, est-ce qu'il existe des différences en termes de délai de dégénérescence en fonction du type de bioprothèse? Ici, une expérience nantaise. Alors, 3 homogreffes, ce n'est pas très significatif, mais enfin, une durabilité de l'ordre de 10 ans. Les stentless ont la durabilité potentielle la plus importante jusqu'à 21 ans, mais une réopération qui est plus complexe. Et puis, les bioprothèses stentées, qu'elles soient porcines ou péricardiques, en moyenne à peu près la même durabilité dans notre expérience, avec des différences quand même en fonction du type de bioprothèse péricardique. Si vous regardez maintenant en fonction de la taille de la prothèse initiale, c'est presque tautologique. Évidemment, lorsque vous avez une taille de prothèse qui est plus importante, vous avez une durabilité qui est plus importante parce que la réduction de surface progressive va amener à des valeurs de sténose valvulaire aortique beaucoup plus en un temps qui est beaucoup plus long que pour une bioprothèse de petite taille. Est-ce que l'âge est un facteur de dégénérescence plus précoce? C'est ce qu'on apprend classiquement. Je pense qu'il faut mettre ça un petit peu de côté. On n'a pas de démonstration très claire, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un risque compétitif entre le décès du patient et la survenue de la dégénérescence. Donc chez un sujet jeune, vous êtes sûr à quasiment 100% que votre patient va être réopéré d'une dégénérescence de bioprothèse, alors que chez un sujet âgé, ce risque de réopération est moindre parce que malheureusement, il décède avant. Et vous voyez dans ce papier avec une analyse multivariée, l'âge ne ressort pas du tout. Et vous avez d'autres facteurs comme l'hypertension, le mismatch ou le tissu de type porcin. Certaines bioprothèses ont malheureusement une durabilité qui est moindre, une dégénérescence plus précoce. C'était le cas de la Mitroflow ou plus récemment de la Trifecta. Vous voyez dans la Mitroflow, 8% de dégénérescence avec défaillance valvulaire au bout de 5 ans, ce qui est considérable. Si on compare maintenant le TAVI et les valves chirurgicales, valves percutanées et chirurgicales, dans l'étude Partner 1 avec les valves Edwards, vous n'aviez pas de différence entre chirurgie et valve percutanée en termes de gradient moyen et jusqu'à 5 ans. Et vous n'aviez pas de différence ou une toute petite différence en termes de surface valvulaire aortique entre TAVI et valves chirurgicales, donc des valves qui gardent une hémodynamique correcte dans la plupart des cas jusqu'à 5 ans.
Dans l'étude de Notion, avec la core valve, vous aviez une différence significative en termes de surface valvulaire par rapport aux valves chirurgicales et en termes de gradient, mais la core valve donne effectivement des résultats hémodynamiques qui sont un petit peu supérieurs. Par contre, les valeurs hémodynamiques se maintiennent globalement jusqu'à 5 ans avec quand même une petite perte en termes de surface et une augmentation des gradients. Est-ce que la dégénérescence des TAVI est avérée? Oui, elle est avérée. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Ici, ce travail sur le registre national UCA, et vous avez ici une dégénérescence au moins modérée qui survient à partir de la 5e année chez un certain pourcentage de patients, 20% de patients à 8 ans. Un autre très beau papier de Philippe Piparo, issu de différentes études, mais principalement de Partner 2. Il a comparé les valves chirurgicales avec les Sapiens XT et les Sapiens de type 3, et il constate que la dégénérescence structurelle est identique entre 3 et 4% à 5 ans entre les valves chirurgicales et Sapiens 3. Par contre, les Sapiens XT avaient une moindre durabilité avec un taux de dégénérescence de 10% à 5 ans. Alors, quels sont les mécanismes de dégénérescence? Il y a le mécanisme classique qui est l'accumulation passive de calcium sur les résidus cellulaires, favorisé d'ailleurs par le traitement par glutardaldéhyde. Le phénomène classique de type athéroscléreux-like, avec une sorte de récapitulation du processus qui se déroule sur la valve aortique native. Mais vous avez également une confirmation récente de phénomènes immunitaires qui visent des antigènes qui sont des antigènes de type barrière d'espèce, c'est-à-dire qu'ils existent chez les mammifères et pas chez l'homme, comme NGAL. Et puis, vous avez d'autres phénomènes qu'il faut prendre en compte maintenant, qui sont le développement de tissus fibreux, de thrombose, ou bien sûr un antécédent d'endocardite qui va pouvoir accélérer la dégénérescence. Alors, quelques mots sur les différents mécanismes. Le phénomène de calcification, il peut être passif ou ça peut aboutir à un processus de formation osseuse. Vous voyez quelques bioprothèses ici explantées, Mitroflow, Trifecta ou Magnaise, avec des phénomènes de calcification massive en microscanner qui vous sont montrés ici. Tout ce qui est blanc, c'est du calcium. Et puis, en macroscopie, vous avez la bioprothèse juste à côté, après explantation. Une donnée qui n'est pas encore publiée, mais que je vous présente, c'est l'effet de la calcification de la bioprothèse sur la survie. Eh bien, dans notre expérience, il y a un impact sur la survie de la calcification des bioprothèses, avec un score calcique qui n'est pas très élevé, de l'ordre de 100, en termes de mortalité ou de survie globale, de mortalité cardiovasculaire, d'événements cardiovasculaires et bien sûr de nécessité d'avoir recours à une réintervention. Et ceci reste vrai même lorsque vous ajustez sur le diagnostic de dégénérescence structurelle porté par échocardiographie. Donc l'existence de calcification plus importante est porteuse, comme dans la sténose valvulaire aortique native, d'un moins bon pronostic. Certaines bioprothèses vont présenter des phénomènes de dégénérescence accélérée. Il faut avoir cette notion à l'esprit. On avait montré cela notamment avec la Mitroflow, mais c'est vrai avec d'autres prothèses. Lorsque vous franchissez la valeur de 30 mm de mercure, qui, je vous rappelle, dans l'état de l'art publié par Philippe Pibaro, correspond au stade déjà avancé de dégénérescence, eh bien, lorsque vous dépassez ces 30 mm de mercure, vous pouvez avoir des phénomènes d'accélération de la dégénérescence. Et il faut surveiller ces patients de manière rapprochée, comme pour une sténose aortique native, avec des consultations et des échographies tous les 6 mois. Il est important de se souvenir que les facteurs de risque cardiovasculaire ont un impact sur la dégénérescence des bioprothèses. Ça a été bien montré par différentes équipes, celle de Laval, les Italiens ici, avec notamment le diabète, l'hypertension artérielle, on en a parlé, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, le syndrome métabolique, qui sont des facteurs d'accélération de la bioprothèse, et il faudra prendre en compte ces facteurs de risque. Alors, en ce qui concerne le phénomène de fibrose des bioprothèses, c'est un phénomène qui n'est pas très connu et qui est impossible à mettre en évidence en imagerie in vivo, et donc il faut attendre l'explantation de la prothèse pour le visualiser. Mais vous voyez, c'est un phénomène assez fréquent. Il s'agit du développement de tissus fibreux à partir du contact entre la paroi aortique et la bioprothèse, et qui se développe généralement sur la face aortique des bioprothèses aortique et sur la face ventriculaire des bioprothèses mitrales. C'est connu depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas resté vraiment dans la culture générale concernant les bioprothèses. Vous avez différents mécanismes, différents types de dépôts fibreux ici. Et puis, ce qui est intéressant dans le papier DEC, dont je vais vous reparler juste après, un exemple typique de dégénérescence de bioprothèse qui considère comme classique, et en fait, c'est du tissu fibreux qui s'est développé sur des feuillets relativement sains. On avait regardé sur 113 patients qui avaient été explantés chirurgicalement
la quantité ou le taux de patients de bioprothèses qui n'avaient pas ou très peu de calcification in vivo, et vous voyez qu'un patient sur 6 n'avait que peu ou pas de calcification, et donc un mécanisme de dégénérescence qui était différent, de type fibreux ou infiltration athéromateuse. Alors le problème de la thrombose est quelque chose qui est revenu au goût du jour de la même façon avec le développement du TAVI, mais ce papier d'Egbe publié en 2015 montrait que les phénomènes de thrombose sur bioprothèse, même quelquefois de manière un peu tardive, expliquaient 12% des nécessités d'explantation de valves aortiques, bioprothétiques, quelle que soit la position. Et vous voyez que lorsque vous avez un phénomène de thrombose, l'explantation est souvent beaucoup plus précoce, dès la 5e année, 80% dans cette série. Donc il faut prendre en compte cette possibilité de développement de thrombose, y compris sur les valves chirurgicales, parce qu'un traitement anticoagulant peut modifier l'évolution de ces thromboses. Donc ce phénomène est bien connu dans le TAVI, avec notamment ce registre. Il y a beaucoup d'études maintenant, mais je vous rapporte ce registre publié il y a quelques années, avec 4,5% de thromboses qui étaient des petites thromboses, des thromboses infracliniques la plupart, ce qu'on appelle les HALT, pour Hypoattenuated Leaflet Thrombosis. Et donc ce sont des petits thrombus qui se développent sur la face aortique des bioprothèses aortiques, favorisés par le valve-in-valve, par la taille du TAVI, par la fibrillation atriale, par l'absence d'anticoagulation ou le poids corporel élevé. Et si on compare valve-in-valve et valve percutanée classique, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de phénomènes de thrombose, probablement liés au phénomène de confinement entre la prothèse native et le valve-in-valve, donc sur les valve-in-valve, et 4% simplement pour les bioprothèses percutanées implantées dans une valve native. Des données systématiques par scanner ont montré qu'en réalité, il y avait des phénomènes de thrombose infraclinique qui existaient aussi bien sur les TAVI que sur les valves chirurgicales. Et dès 30 jours dans ce papier, avec un taux qui est très important de l'ordre de 17% de thrombus et 14 à 15% de réduction de mobilité d'au moins une cusp, réduction au moins partielle de mobilité. Et à 1 an, vous voyez que les deux types de bioprothèses font jeu égal, avec de l'ordre de 30% de thrombose infraclinique et qui peuvent être infracliniques, et quand même 27 à 31% de réduction de mobilité au moins partielle d'une des cusps, qui est parfois difficile à voir en échocardiographie. Donc c'est un phénomène très fréquent, il faut le connaître, il faut le prendre en compte lorsque vous avez des modifications hémodynamiques. Cet éditorial avait évoqué la possibilité que finalement ces phénomènes de thrombose soient un facteur de dégénérescence accélérée, soit en passant par une étape de fibrose, soit en passant par un développement d'une thrombose beaucoup plus massive, et pourrait aboutir à une défaillance des bioprothèses lors de l'évolution. Je vous présente ici un cas, bien sûr un peu caricatural, une jeune femme de 38 ans qui avait une sténose aortique symptomatique sur bicuspidie, qui a été opérée en juillet 2016 d'une bioprothèse de grosse taille, Magnaïs 25 mm. On la revoit 6 mois après, malheureusement, des vélocités gradients très élevées, des modifications morphologiques très claires de la bioprothèse avec du matériel ici qui est donc probablement thrombotique pour qu'il y ait un développement aussi rapide, une réduction de mobilité des cusps immobiles ici, en CT scan, un gros thrombus dans le creux, dans la concavité d'une cusp, mais également aussi au niveau d'autres cusps. Cette patiente a été réopérée 18 mois après, malgré un traitement anticoagulant relativement intensif associé à des antiagrégants plaquettaires. On a eu une petite amélioration transitoire, mais malheureusement, elle s'est dégradée. Et lors de l'explantation, le chirurgien nous a dit c'est un phénomène de thrombose, c'est clair. Mais lorsqu'on a fait un CT scan, vous voyez, donc micro-CT, eh bien vous aviez des calcifications massives en regard de cette zone de thrombose qui s'était développée en 2 ans. À peine 2 ans, 2 ans et demi, ce qui vous prouve, ce qui suggère qu'effectivement il y a une possibilité d'évolution défavorable de ces thromboses. Le rôle de l'immunologie est revenu un petit peu au goût du jour grâce à un travail qu'on a réalisé à Nantes récemment, pendant le Covid justement. Et ce travail a montré qu'il y avait un phénomène d'activation immunitaire après implantation d'une bioprothèse, et notamment dirigé vers 2 types d'antigènes qui sont barrières d'espèce, donc NGAL principalement, qui existe chez tous les mammifères mais pas chez l'homme, et puis également Nophagici,
avec une augmentation de la réponse immunitaire après CEC, ça chez tous les patients, c'est le phénomène inflammatoire systémique, c'est normal, mais néanmoins une différence de réponse entre les patients qui avaient une bioprothèse et ceux qui avaient été opérés d'un pontage coronarien ou d'une valve mécanique. Et chez les animaux, chez les souris, on a injecté des anticorps anti-9H ici, vous voyez, et lorsqu'on implantait en sous-cutané du péricarde de bioprothèse, eh bien, la classification de ces bioprothèses était beaucoup plus importante chez les animaux traités par anticorps que chez les animaux sans anticorps, ce qui confirme l'effet de ces anticorps dans la mise en place d'un mécanisme de dégénérescence dès l'implantation de la bioprothèse, et peut-être aussi de thrombose, on ne sait pas. Pour terminer rapidement, je vous rappelle que l'évaluation des bioprothèses fait appel à de l'imagerie multimodalité, mais ce dont vous avez besoin à la base, c'est d'avoir une cartographie de votre valve entre 1 et 3 mois après l'implantation, que ce soit un TAVI ou une valve chirurgicale, et c'est très important d'avoir toutes ces informations, plus des informations concernant le patient, la taille de la valve, etc. Et vous allez reposer votre évaluation sur l'échographie dans toutes ces modalités, éventuellement sur le CT scan, mais de manière réfléchie. L'IRM a une place qui est probablement moins importante, et enfin le TEP scan est plutôt intéressant dans le contexte d'endocardite. Juste pour vous rappeler que, mais vous retrouverez ça dans le papier d'état de l'art que je vous conseille de lire de Philippe Ibarro, que la mesure du diamètre de la chambre de chasse doit se faire de manière externe par rapport au montant de la bioprothèse ou à la projection de ces montants dans la chambre de chasse, et qui ne doit pas être pour les valves chirurgicales inférieur à 1 à 2 mm de la taille de la bioprothèse qui a été implantée. Si vous faites une erreur sur cette donnée, vous allez faire des erreurs sur tout le reste de vos calculs. Est-ce qu'il y a un intérêt de traiter la dégénérescence? Ça, vous le savez bien. Oui, bien sûr qu'il y a un intérêt. Ici, une série nantaise qui n'est pas publiée, mais les données de la littérature sont complètement concordantes. Si vous faites un valve-in-valve ou une chirurgie au stade de défaillance valvulaire, vous avez un meilleur pronostic que si vous laissez la situation évoluer spontanément, aussi bien en termes de survie globale qu'en termes de survie cardiovasculaire. Mais il faut quand même noter que si valve-in-valve et chirurgie font jeu égal à 4 ans, eh bien, vous payez la première année le prix de la chirurgie chez des patients qui sont souvent relativement âgés, avec une surmortalité liée à l'intervention chirurgicale. L'anticoagulation, est-ce que potentiellement elle est intéressante? Je ne vais pas m'étendre. Oui, elle est intéressante si vous avez un diagnostic de thrombus. Juste pour vous rappeler que dans France TAVI, sur 2555 patients qui avaient eu un suivi échocardiographique, les patients qui avaient une anticoagulation qui était mise en place principalement pour une fibrillation atriale, présentaient une réduction des dysfonctions bioprothétiques lors du suivi. Et donc, on peut en conclure très logiquement que cette réduction de dysfonction était liée à la réduction des phénomènes thrombotiques qui se développent sur les bioprothèses de type percutané, mais également sur les bioprothèses chirurgicales, bien entendu. Donc, pour conclure, la dégénérescence bioprothétique semble pour l'instant se développer de manière égale sur les bioprothèses percutanées et chirurgicales, mais on n'a pas un suivi assez long pour savoir si l'évolution ultérieure va être identique ou si les courbes vont diverger. La dégénérescence de bioprothèse est multiforme, elle est progressive et inévitable à moins que le patient ne décède auparavant. Un élément majeur de la dégénérescence de bioprothèse, c'est la calcification, qui n'est cependant pas complètement systématique, comme je vous l'ai dit. Mais ces phénomènes de calcification peuvent être induits par de très nombreux phénomènes qui sont différents, notamment les phénomènes immunitaires, les phénomènes athéroscléroliques, thrombose, et puis vous pouvez avoir des phénomènes de fibrose. L'imagerie multimodalité, je ne répète pas, je vous l'ai déjà dit. Et en termes de prise en charge, anticoagulation lorsque vous en avez besoin pour le patient. Pensez surtout à prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaires. On a tendance un peu à les négliger. Notre patient a une bioprothèse, on est content. Mais s'il est gros, s'il a de l'hypertension, s'il a du cholestérol, etc., il faut absolument traiter de manière optimisée ces facteurs de risque. Et puis, n'oubliez pas de faire un monitorage annuel par échocardiographie de vos patients porteurs de vos bioprothèses. Je vous remercie pour votre attention.